Vous connaissez probablement l'émission An American Idol, ce télécrochet où le public vote parmi plusieurs candidats pour élire le meilleur chanteur et dont l'adaptation française est la Nouvelle Star. Elle a été diffusée pour la première fois à la télévision américaine en 2002. Et l'émission a connu un tel succès qu'elle comptabilise à ce jour pas moins de 22 saisons. Vous connaissez le principe, lors des premières auditions, un jury hyper charismatique constitué de professionnels de la musique est en charge de présélectionner les candidats qui plus tard auront le privilège de se produire en direct et en plateau et qui donc seront soumis au vote du public. Et en 2005, l'année qui nous intéresse, le jury d'An American Idol était composé de Paula Abdul, une chanteuse et chorégraphe à succès qui a vendu tout au long de sa carrière plus de 20 millions d'albums, du redoutable Simon Cowell, qui a été le manager des Spice Girls, ou encore des S Club 7, les anciens, je suis sûre que vous connaissez, et de Randy Jackson, une personnalité américaine aux multiples facettes, producteur, manager, chanteur et j'en passe. Et à l'époque, certains candidats au talent, disons, approximatif étaient littéralement humiliés. Ils étaient moqués et jetés en pâture au public. Et c'était tout à fait normal à l'époque. Et leur vie devenait un véritable enfer. La notion de harcèlement de meute n'avait pas encore fait son apparition. Alors tout le monde se moquait dans la joie et dans la bonne humeur, sans penser aux conséquences parfois cruelles endurées par ces participants désabusés. Et le cas le plus notable en France, à mon sens, c'est celui de Cindy Sander, qui était devenue en 2008, après avoir participé à la Nouvelle Star, la risée de tout le pays. Et voilà, c'était comme ça, chaque année. Il y avait une ou plusieurs têtes de turc qui, en 2005, dans la 4e saison d'An American Idol, c'est Paula Goodspeed qui avait été la plus moquée. Son apparence, sa voix, elle était devenue en une fraction de seconde la risée du public. Malmenée face caméra, elle connaîtra un destin des plus tragiques. Elle mourra seulement 3 ans plus tard, mettant en lumière les manigances malsaines des productions. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Paula Goodspeed. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. À son lancement, American Idol a connu un succès tonitruant. Voilà, c'est Kelly Clarkson qui a remporté la première édition. Elle a connu une carrière prospère et jouit encore à ce jour d'une immense popularité. Si comme elle, certains ont vu leurs rêves se réaliser, d'autres au contraire ont amèrement regretté leur participation. Et on va remonter au début des années 2000, quand ce type de programme a émergé. C'était une autre époque, une époque où il était de bon ton de se moquer de ceux qui étaient considérés comme des casseroles. Une bonne partie des épisodes leur était même consacrée, alors que c'était pas ça le but de l'émission. C'était au contraire d'élire le meilleur chanteur, chanteuse. Mais voilà, il y avait toujours ce moment humiliation, et je me souviens qu'on riait tous de bon cœur à l'époque, sans se poser de questions quant aux conséquences que ça pouvait avoir sur ces malheureux candidats. Et donc je me souviens du cas de Cindy Sander en 2008. À l'époque, donc tout ça c'était nouveau, en tout cas pour nous téléspectateurs français, et tout le monde se moquait d'elle. Je m'en souviens parfaitement puisqu'à l'époque j'avais une petite vingtaine d'années et on trouvait ça tout à fait normal de s'en prendre en meute comme ça à cette pauvre femme. À ça pour rire, on a ri. Le public était véritablement sans pitié à l'époque et il n'y avait pas âme qui vive pour nous faire réaliser à quel point c'était cruel. Alors la pauvre avait été moquée à cause de sa gestuelle exacerbée, de son look, de sa personnalité et puis de son melon. Voilà. On me dit souvent, oui, t'as la même voix que Céline Dion. Et quelque part, j'aimerais bien qu'il fasse la part des choses. Céline Dion, c'est Céline Dion. Cindy, c'est Cindy. Bon d'accord, moi je parle, je veux juste que vous arrêtiez de chanter. Pas grand-chose ne lui avait été épargné. Et pourtant, elle chantait très bien. Et quelle ne fut pas ma surprise d'apprendre, une bonne décennie plus tard, que tout avait été orchestré par la production. La pauvre s'était pointée au casting et la production avait décidé que c'était elle qui serait la tête de turc de la saison. Elle a déclaré, je cite, « J'étais au dîner de cons. Je n'ai même pas eu l'occasion de dire ce que je voulais chanter. Ils m'ont dit, écoute, on sait ce que recherchent les jurés, tu vas faire un medley. Par contre, tu vas devoir en faire des caisses. » J'ai fait tout ce qu'on m'a dit, les grands gestes et tout. Et puis le lendemain, devant le jury, je me suis dit, mais c'est pas possible. Et oui, elle a eu la mauvaise surprise de se faire descendre comme pas possible par les jurés qui ont critiqué tout ce que la production l'avait encouragée à faire. Rétrospectivement, on peut dire que c'était un véritable lynchage. Et oui, la pauvre avait eu le malheur de faire confiance à la production qui l'avait incitée
à faire tout ce qu'il ne fallait pas faire dans le but, justement, de l'humilier. Son attitude de diva caricaturale, ses choix de chansons désuets, la France entière s'en était prise à elle, sans se douter que tout ça avait été initié par la production. Ce sont des manipulations abjectes, et nous, imbéciles qu'on était, on devenait complices. Et encore une fois, elle avait une belle voix, alors en temps normal, si à la rigueur, les jurés n'aimaient pas son style ou autre, elle serait passée inaperçue. Mais non, la production avait fait un portrait d'elle. Quant aux jurés, complices ou non, ils en avaient fait des caisses. Alors autant vous dire que quand j'ai découvert l'envers du décor, je m'étais trouvée bien bête, et Thierry Mugler, le grand créateur de mode, qui avait été d'ailleurs lui-même harcelé plus jeune, avait, contrairement à la bande d'imbéciles qu'on était, été touché par sa situation. Ce qu'elle vivait était probablement entré en résonance avec ce que lui avait vécu dans son enfance. Et décelant le talent brut de Cindy Sander, il l'avait pris sous son aile et lui avait permis d'amorcer une formidable carrière. Et c'est ainsi qu'elle a eu sa revanche. Et c'est ce qui était aussi arrivé à Zoé Alexander, une candidate de la 9e saison britannique de X Factor. Même procédé, jouant sur sa ressemblance avec la chanteuse Pink, la production lui avait sorti le fameux numéro du « T'inquiète, on sait ce que veut le jury, tu vas gagner », pousse juste à fond ta ressemblance avec Pink, ce qu'elle ne comptait absolument pas faire. Elle vivait de sa ressemblance avec Pink puisqu'elle se produisait ça et là dans des petites scènes, elle chantait des chansons de Pink, mais en participant à X Factor. Son véritable souhait, c'était de participer en tant que Zoé Alexander, et justement d'éviter d'être associée à Pink. Mais la production avait trouvé le bon filon dans son histoire, et la pauvre les avait écoutés. Elle avait été humiliée face caméra par le jury, qui s'était moqué de son manque de personnalité. Tu te prends pour Pink, t'es pas Pink, il y a déjà une Pink, bref. Et elle, contrairement à Cindy Sander, elle n'avait pas réussi à contenir sa colère. Elle savait à quel point on l'avait manipulée, elle l'a vécu comme une véritable trahison. Alors, avec toute la pression, eh bien, elle avait fini par exploser de colère. Elle avait même cassé le décor, insulté les jurés, et son père, qui avait vécu tout ça de l'intérieur, qui avait conscience qu'on s'était joué de sa fille, n'avait pas hésité à foncer à son secours, se ruant sur le plateau pour la défendre, la prendre dans ses bras face caméra, mais c'était trop tard. Les Anglais n'avaient pas compris l'attitude du père et de sa fille. Ils étaient passés pour des cinglés colériques qui n'acceptaient pas la critique. Et Zoé avait dû, tout comme Cindy, endurer des mois, que dis-je, des années de calvaire. Elle ne pouvait pas mettre un pied dehors sans qu'on ne se moque d'elle. Et elle a mis des années à s'en remettre. Et encore une fois, le public n'était pas conscient de tout ce qui se tramait en coulisses, d'à quel point la production avait œuvré pour qu'elle se ridiculise, qu'elle explose même. Rien n'avait été laissé au hasard. Et personnellement, je pense que j'aurais réagi comme Zoé. Si vous avez comme blessure d'âme le rejet, l'humiliation, la trahison ou l'injustice, salutations à Lise Bourbeau. Si vous êtes un peu fragile, forcément, vous allez péter un câble. J'aurais hurlé comme un goré. J'aurais bien évidemment regretté plus tard, parce que ça n'aurait fait qu'empirer la situation. Mais que voulez-vous, quand vous êtes de bonne volonté, que vous accordez votre confiance, et qu'on touche comme ça à vos insécurités les plus profondes, il faut une sacrée force de caractère pour ne pas tomber dans le piège tendu par la production, qui n'attend qu'une seule chose, des cris, des larmes. Donc on peut rétrospectivement saluer le self-control de Cindy Sander, qui pourtant savait mieux que personne qu'elle venait de participer au dîner de cons. Elle ne s'est pas donnée en spectacle, était repartie dignement, et je pense, elle mérite des excuses, cette femme. Et souvenez-vous, la roue avait enfin tourné lorsqu'un couple de chanteurs, ça avait fait grand bruit, Natalia Kills et son époux Willie Moon, jurés dans X Factor Nouvelle-Zélande, avaient en 2015 humilié comme c'est pas permis un pauvre candidat, Joe Irvine, qui avait eu le malheur de porter un costume. Oui, un simple costume, ma foi tout à fait classique, jugé trop ressemblant au look de Willie Moon. Il avait donc fait l'objet d'un véritable lynchage, Natalia le qualifiant de dégoûtant et de dérangeant, c'était selon elle la version bas de gamme de son époux. C'était un homme sans valeur ni respect. Elle s'était même dit embarrassée par sa présence. Quant à Willie Moon, il avait eu l'audace de le comparer à Norman Bates. C'est le personnage complètement détraqué du film Psychose. Il lui avait dit que, comme lui, il serait capable de mettre la peau de sa mère sur son visage, qu'il était, je cite, un psychopathe capable de tuer n'importe qui dans le public.
On nageait littéralement en plein délire. Joey était resté bouche bée par autant de violence. L'ère des jurés sans pitié était enfin terminée. Le public avait été choqué, si choqué que le couple avait fini par être renvoyé. Voilà, ils avaient été renvoyés sur le champ. Et remarquez à quel point, pour les productions, les uns et les autres ne sont que des pions. Parce qu'ils s'en étaient lavé les mains. Un comble, quand on apprendra plus tard qu'en coulisses, c'est justement la production qui avait encouragé, insisté pour que le couple soit le plus sévère possible. On leur avait dit d'y aller franco. C'était ça le but de la production. Mais quand ça a commencé à sentir le roussi, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. Ça a littéralement ruiné les carrières de Moon et Kills, qui étaient tombés en disgrâce aux yeux du public. Plus personne ne voulait entendre parler d'eux. Natalia Kills avait même, quelques années plus tard, dû changer de nom. Elle a changé de nom d'artiste, tellement son nom était associé au scandale de X Factor et tellement elle était détestée. Mais en vain, puisque sa carrière n'a, du moins aux dernières nouvelles, jamais vraiment redécollé. Elle avait même fini par déclarer « Joey, j'espère que tu pourras me pardonner ». Et ça, dites-vous que c'était en 2015. Depuis, les productions y vont un peu plus mollo, quoi. Elles ont compris que se moquer d'un candidat, faire en sorte qu'il soit humilié et plus tard à la diffusion harcelé en meute, c'était plus dans l'air du temps. Le public avait réalisé son erreur, réalisé que rien ne justifie d'humilier et de se moquer à gorge déployée et sans une once d'empathie de pauvres candidats qui, dans le fond, n'avaient rien fait pour mériter une telle violence psychologique. Parce que toi, tu te moques, et toi aussi, et l'autre, c'est pas grave, ok, ça passe. Mais quand c'est à l'échelle d'un pays, il faut avoir les reins solides pour le supporter. Donc le public semblait enfin avoir ouvert les yeux et les petites manigances des productions, les humiliations successives de candidats, année après année, ne faisaient plus rire personne, les spectateurs ayant fini par comprendre que les candidats n'étaient que des pions et eux, des moutons. C'était pas franchement glorieux comme attitude, et les moutons avaient fini par se rendre compte que de pauvres candidats, au talent il est vrai, pas franchement exacerbés, étaient pourtant, paradoxalement, mis en avant et à outrance dans ces émissions. Et ce, dans l'unique but de faire parler, de faire rire, de tourner en dérision, d'augmenter l'audimat, et ce, à leur détriment. Et puis, il s'est passé quelque chose de magique. Le public a un jour commencé à s'organiser pour voter en masse pour les pires candidats, les moins talentueux, pour justement contrecarrer les productions, les piéger. Tel est pris qui croyait prendre, voilà, une petite crotte de nez dans la figure de ces rapaces. Un site avait même vu le jour pour que puisse s'organiser au mieux la mutinerie, votefortheworst.com, votepourlepire.com, et ça concernait différentes compétitions telles que Danse avec les stars ou encore American Idol. Et le mouvement, né aux États-Unis, s'était même étendu jusqu'au Canada. Et dites-vous que tout ça, c'était en 2015. Imaginez un peu ce que c'était en 2005. C'est l'année qui nous intéresse, l'année où Paula Goodspeed, candidate de la 4e saison d'American Idol, avait tenté sa chance. Même procédé, elle avait la gueule de l'emploi, voilà, elle chantait pas très bien, elle avait un look particulier, elle avait un appareil dentaire XXL, les membres de la production l'avaient bien manipulée. T'inquiète, t'es super, t'es si super qu'on va faire un portrait de toi, t'es parfaite, tout le monde va t'adorer, les jurés les premiers, alors d'ici, fais ça, non pas ça, plutôt ça. Et il y avait toujours une caméra de braquer sur elle. Alors, elle y a cru. Si on me filme, c'est que je suis une candidate intéressante. Et tout est mis en place pour que le candidat y croit, qu'il tombe dans le panneau, qu'il tombe de haut, du plus haut possible même, puisque plus le choc est violent, et plus le candidat a des chances de vriller, comme Zoé Alexander. Et ça, c'est banco pour l'audimat. C'est un buzz assuré. Et avouez qu'il faut vraiment pas avoir d'âme pour faire ça, en ayant conscience des choses. Je veux dire, la production, c'est pas qu'une entité abstraite. Elle est composée de plein de petites mains. Bref, Paula, originaire du Maine, était alors âgée de 27 ans. Elle s'était présentée aux auditions d'American Idol d'Austin, au Texas. Regardez-la tourbillonner sur elle-même. Elle est à des années-lumière de se douter de ce qui était sur le point de se passer. Et ce qu'elle ne sait pas non plus, c'est qu'il ne lui reste que 3 ans à vivre. Mais vous allez voir, son histoire est quand même assez différente de celle de Cindy, Zoé et Joey. Et oui, Paula avait la particularité d'être
obnubilée, et depuis sa plus tendre enfance, par l'un des jurés, en l'occurrence Paula Abdul. Mais quand je dis obnubilée, c'était obnubilée. Et à ce stade, on peut littéralement parler de fanatisme. Elle avait bien plus hâte de rencontrer son idole, sa déesse, Paula Abdul, que de se produire finalement. Elle avait déclaré dans l'émission « J'aime vraiment beaucoup Paula Abdul. Elle est très cool. Je suis une très grande fan. J'ai fait des dessins grandeur nature de Paula. Je dessine depuis que je suis toute petite et mon premier dessin était de Paula Abdul. » Et sa passion pour Paula Abdul avait bien été mise en avant, parce que quoi de plus drôle que d'humilier un candidat devant son idole, Les productions, c'était toujours plus. D'ailleurs, sachez que son prénom d'origine, c'est pas Paula, c'est Sandra. Elle avait changé son état civil à l'âge de 16 ans pour porter le même prénom que sa star, Paula Abdul. Donc déjà, rien que ça en dit long sur son état psychologique. Mais ça, vous pensez bien que la production s'en fichait royalement. C'était le cadet de leurs soucis. Et comme ces rapaces en voulaient toujours plus, ils l'avaient poussée à se ridiculiser encore et encore, mettant l'accent sur sa tenue. Elle était vêtue d'une longue jupe rose, d'un haut court, de bottes roses à talons, d'un foulard rose dans les cheveux. Une tenue, on aime ou on n'aime pas, mais en 2005, c'était franchement ridicule. Mais ils avaient de cesse de lui raconter des bêtises. Waouh, mais quel style de folie incroyable! Et Paula, en roue libre et encouragée, avait même déclaré dans son portrait que tout le monde la considérait comme, je cite, un génie de la mode. Et ça aussi, c'est pas un gage de bonne santé mentale, je veux dire. Faut pas être Einstein pour se rendre compte qu'elle fly un peu in the sky, quoi. Moi, qu'on ne dise pas que les membres de la production s'en étaient pas rendus compte. Elle a sans doute même été choisie pour ça. Et sans surprise, lorsqu'elle était passée devant le jury en interprétant Proud Mary de Tina Turner, eh bien, elle s'était ridiculisée de plus belle, appelons un chat un chat. Elle chantait pas très bien, voilà. Bien qu'elle suivait depuis plusieurs années des cours de chant, elle s'était faite démolir dans les règles de l'art par le jury. Paula avait été soft. Elle avait quand même eu du cœur pour cette femme de la première heure. Elle l'avait pas enfoncé tant que ça, probablement consciente du mal que chacun de ses mots pouvait lui faire. Mais Simon Cowell, lui, avait été ignoble. Mais ignoble. Et d'ailleurs, il est connu pour être le plus cinglant. Il a fait 9 saisons, et si avant c'était haha hihi, sachez qu'il en paye encore aujourd'hui les frais. Puisque comme je vous le disais depuis Le Vent a tourné, ce qu'on cautionnait avant, avec le recul, on l'a condamné, et il n'est pas aimé des Américains. Il est considéré comme un sale type, une ordure. Depuis, ces pugilats ont été repris et mis bout à bout, c'est pas glorieux. Il allait tellement loin que même à l'époque, quand c'était encore hihi haha, ça faisait pas rire. On aurait même dit qu'il prenait un plaisir sadique à démolir certains candidats. Et je pense que le mieux à faire, c'est de vous montrer le passage de Paula et vous allez mieux comprendre. A good job in the city, workers all the man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep and wasn't worried about the way things might have been. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we're rolling, rolling, rolling on a river. Said we're rolling, rolling, rolling on a river. Il y a une ressemblance. Oh, arrête. Paula. Ah, j'ai cru que vous parliez de moi. Vas-y, Paula sur Paula. Et puis en Paula, je sais pas quoi dire. C'est bien ou c'est mauvais? Tu sais... Non, c'était pas bien. C'était si mauvais que t'en es resté bouche bée. Cette fois, c'est un non. Ok, Randy. C'était terrible. C'était quoi ça? Je crois qu'aucun artiste sur Terre pourrait chanter avec autant de métal dans la bouche. Vous avez tellement de métal dans la bouche. C'est un appareil dentaire, c'est pas du métal. C'est du métal. C'est un appareil dentaire. Les gens ont des appareils dentaires. Ouais, mais on peut chanter avec ça? Oui, on dirait une armature. Vous voulez que je chante autre chose? Quelque chose de différent? Non, non. Randy, oui ou non? C'est non pour Hollywood. Paula? Je suis désolée, Paula, c'est non. C'est un non. Mais ravi de vous avoir rencontré. Merci, Paula. C'est la fin de la lune de miel. Ils peuvent aller se faire bip. J'en ai rien à faire. Mais comment elle a pu passer le détecteur de métaux avec ça? Enfin, je veux dire, ça doit être fou. Enfin, je veux dire, j'ai été assez pointilleux sur quelques notes. Il y en a beaucoup qui envoient à Hollywood qui peuvent même pas tenir une note. Vous savez, c'est pas fini. Je vais pas arrêter de chanter parce que vous aimez pas ma voix.
s'en prendre à son appareil dentaire, bref. Voilà, donc sans surprise, en plus de tomber de 125 étages, Paula est devenue la risée de tout un pays. Ne lui restait plus qu'à souffrir en silence, puisqu'à l'époque, tout le monde s'en lavait les mains quant aux conséquences psychologiques engendrées par le flot de critiques, en sachant qu'on parle encore une fois de quelqu'un qui était déjà instable psychologiquement. Je veux dire, changer de prénom pour celui de son idole, c'est quand même assez extrême. Et ça, entre autres choses. Et puis, ça a été pour Paula, les deux Paula d'ailleurs, le début d'une descente aux enfers. Allez savoir ce qui s'est passé dans la tête de Paula Goodspeed, mais un truc a sauté là-haut et elle a commencé à harceler Paula Abdul. Son obsession et son amour pour la star s'est décuplé. D'ailleurs, je vais commencer à partir de maintenant à appeler les deux par leur nom de famille. Elle a commencé à lui envoyer des lettres de manière compulsive. En l'espace de 3 ans, elle lui avait envoyé plus d'une centaine de lettres, ce qui équivaut à une moyenne de 1 lettre tous les 10 jours. Imaginez. Et encore, si c'était que ça, non. Elle venait tous les 4 matins sonner à la porte d'Abdul et puis elle s'est, je ne sais comment, dégoté son numéro de téléphone et elle s'est mise à appeler Abdul encore et encore. Forcément, Paula Abdul a commencé à s'inquiéter, alors elle s'était tournée vers les autorités pour leur demander leur aide et faire stopper cette avalanche de sollicitations. Comme on dit, de l'amour à la haine, il n'y a qu'un pas. On ne compte plus le nombre de fans obsessionnels qui, mécontents du silence de leur star, avaient fini par s'en prendre physiquement à elle. L'unité des gestions des menaces du LA Police District avait même ouvert une enquête la concernant. C'est une unité de police qui enquête sur les cas de harcèlement, mais rien n'y faisait. Goodspeed continuait encore et encore. Elle avait même ouvert un MySpace où elle postait des photos d'Abdul accompagnées de messages d'amour. Elle est allée jusqu'à personnaliser la plaque d'immatriculation de sa voiture en y faisant inscrire ABL LV, à savoir Abdul Love. Elle avait accroché une photo d'Abdul à son rétroviseur et puis elle s'était mise à la pister comme elle a pu. Elle avait réussi un jour à se retrouver en face d'elle dans un Starbucks. C'était 2 ans après un American Idol. Imagine le choc pour Abdul. C'est comme si l'étau se resserrait encore et encore. Elle avait aussi, selon Abdul, tenté de pénétrer à plusieurs reprises dans sa propriété. Et en parallèle à tout ça, Goodspeed faisait tout son possible pour percer dans la musique. Les critiques acerbes du jury d'American Idol l'avaient tout sauf découragée. Elle avait même, peu après sa participation à l'émission, convaincu sa professeure de chant de la mettre en relation avec un proche à elle, un producteur et compositeur de Los Angeles, un certain Ed Faris, voilà, sa prof de chant, avait eu pitié d'elle en quelque sorte, alors elle l'avait mise en relation avec lui. Ed Faris était payé pour ses services, bien sûr, il était chargé de l'aider à enregistrer quelques chansons, et son ami s'était bien gardé de lui parler des talents plus qu'approximatifs de Goodspeed. Ed Faris a témoigné plus tard et il a déclaré que Goodspeed était, je cite, un peu excentrique, qu'elle portait toujours des tenues toutes plus folles les unes que les autres, elle portait des pantalons et des jupes fluo, avait toujours tout un tas de breloques accrochés à ses vestes. C'était selon lui une jeune femme très gentille, douce, mais un peu complexée par son apparence. Et il s'est souvenu de sa toute première rencontre avec elle et de sa surprise lorsqu'elle avait commencé à chanter. Il s'était de suite rendu compte que jamais elle ne serait prise au sérieux dans l'industrie de la musique. Il a déclaré, je cite, « Elle délirait un peu en pensant qu'elle pourrait faire carrière dans ce domaine, mais elle était tellement déterminée qu'avec son professeur de chant, on essayait de l'encourager. Elle lui avait bien, quelquefois, parlé d'Abdul, mais rien de vraiment inhabituel selon lui. Il se souvient que les séances d'enregistrement étaient difficiles. Elle s'était plusieurs fois effondrée, pleurant à chaudes larmes. Voilà, elle n'y arrivait pas malgré ses efforts. Elle chantait souvent faux, au point où à la fin, elle n'avait pu terminer l'enregistrement que d'une seule chanson, laissant les 2 autres inachevés. Après plusieurs séances d'enregistrement, Faris avait envoyé des morceaux à son professeur de chant et c'était là la dernière fois qu'il a travaillé avec la jeune femme. Et puis, Goodspeed a continué son petit bonhomme de chemin qui tournait littéralement autour d'Abdul, jusqu'à ce jour de novembre 2008 où Abdul a reçu des fleurs. Un magnifique bouquet de fleurs accompagné d'une note. « J'espère que tu vas bien. Voici mon nouveau numéro de portable avec amour signé JT. » Donc JT. Abdul a pensé que c'était là une attention de son petit ami de l'époque, un restaurateur, du nom de Giti Torreggiani. Alors toute contente, le soir même, elle l'avait remercié. Sauf que, bah non, elle ne venait pas de lui. Et Abdul a immédiatement su qu'elle provenait de Goodspeed.
Goodspeed qui n'avait de cesse, et plus que jamais, d'essayer d'entrer en contact avec elle. Abdul en a été terrifié, et c'est vrai qu'autant d'attentions répétées, et ce depuis 3 ans, ça a de quoi faire peur. Et puis c'est seulement une semaine après l'envoi de ce bouquet de fleurs, le mardi 11 novembre 2008 au soir, que Goodspeed a été retrouvée sans vie dans sa voiture qu'elle avait garée près du domicile d'Abdul, dans le quartier de Sherman Oaks à Los Angeles. Elle était âgée de 30 ans. Sa famille était alors sans nouvelles d'elle depuis une poignée de jours. Inquiète et ayant peur que sa fille, qui n'allait pas très bien, ne se fasse du mal, sa mère avait signalé sa disparition à la police le jour même de la découverte de son corps. C'était quelques heures plus tôt, vers 15 heures. La maman avait fait part de ses doutes aux enquêteurs quant à sa crainte que sa fille ne décide d'en finir. Après une rapide enquête, il a été établi que la jeune femme avait effectivement fait le choix d'en finir. Plusieurs comprimés avaient été retrouvés dans sa voiture et il semblerait qu'elle avait prémédité son acte, faisant le choix de se rapprocher le plus possible de son idole pour rendre son dernier souffle. Ont été retrouvés dans son véhicule des CD et tout un tas de photos d'Abdul. La nouvelle a fait les manchettes. Goodspeed était dépeinte dans les journaux comme une, je cite, harceleuse de célébrités, ce qui a fermement été contesté par ses proches. Ils sont montés au créneau pour défendre son honneur. Sa nièce, Sonia McIntyre, 20 ans, avec qui elle avait parlé pour la dernière fois 2 mois plus tôt, a déclaré que non, ce n'était pas une harceleuse de célébrités, que c'était quelqu'un de bien. Elle a dit, je cite, « C'était une bonne personne. Elle aurait donné sa chemise à quiconque en aurait eu besoin. Elle était joyeuse, pleine de vie. » Sonia a même suggéré que si sa tante avait changé de prénom 16 ans auparavant, c'est parce qu'elle aimait ce prénom. Elle doute que ça ait quelque chose à voir avec Paula Abdul. Bon, permettez-moi d'en douter. Elle a aussi déclaré que oui, elle aimait beaucoup Paula Abdul, mais que non, elle ne la harcelait pas, que quand les médias parlent de l'épisode de la rencontre au Starbucks 1 an plus tôt, arguant qu'elle la suivait, ils font fausse route. Sa tante lui avait dit que c'était là un heureux hasard et qu'elle avait été heureuse de cette rencontre, aussi fortuite qu'inattendue, que ça l'avait comblée de bonheur. Elle a aussi déclaré « Elle et moi sommes allés devant chez Paula à quelques reprises, mais c'est à peu près tout. Elle me montrait juste où elle vivait. Et nous aimions regarder les immenses propriétés des stars là-bas. Pourquoi ils l'ont trouvée sans vie dans sa voiture près de la maison de Paula Abdul, je ne sais pas. Mais je ne crois pas que ma tante ait volontairement fait le choix d'en finir. » Voilà, c'était selon elle un accident. Faris, le producteur, a quant à lui déclaré avoir été choqué d'apprendre sa mort, que jamais il n'aurait imaginé que cela puisse arriver. Il a dit « C'est juste une situation très triste dans son ensemble. » La dernière photo que Paula Goodspeed avait publiée sur son MySpace était une photo de Paula Abdul qui tirait la langue dans une position aguicheuse et elle avait écrit en légende « Mon béguin secret, chut ». Au moment où le corps de Goodspeed a été découvert, Abdul était alors dans les studios de tournage d'An American Idol et c'est un journaliste de la chaîne Fox qui lui avait annoncé la nouvelle. Dès le lendemain des faits, elle s'est exprimée par voie de presse, elle a déclaré « Je suis profondément choquée et attristée par ce qui s'est passé hier. Mon cœur et mes prières vont à sa famille. » La production d'An American Idol a été montrée du doigt, jugée comme ayant une certaine responsabilité quant à ce qui est arrivé à Goodspeed. Nombreux avaient été ceux à faire le rapprochement avec plusieurs autres décès d'ex-candidats de télé-réalité. Le premier était survenu 2 ans plus tôt, c'était celui d'une jeune Anglaise, Karina Stephenson, une adolescente de 17 ans qui avait elle aussi fait le choix d'en finir dans un bois, non loin de son domicile. C'était 6 mois après qu'elle ait participé à l'émission de télé-réalité The Colony et une poignée de semaines seulement avant la diffusion du programme. Elle y avait participé avec ses parents et sa sœur cadette. Le tournage avait duré 4 mois et il reproduisait les conditions de vie des familles de détenus envoyés en Australie il y a 200 ans. C'était un tournage difficile dans lequel les participants avaient dû faire face à la faim, à la maladie et à des conditions climatiques extrêmes. Selon la production, Karina et sa famille avaient vécu l'expérience de manière positive. Et ils ont dit qu'ils n'étaient en rien concernés par ce qui lui était arrivé. Quant au deuxième décès, survenu également en 2005, c'était celui de Najee Turpin, âgé de 23 ans, qui était l'un des concurrents de l'émission de télé-réalité américaine de boxe The Contender, présentée par Sylvester Stallone. Il avait décidé d'en finir dans sa voiture sous les yeux de sa copine, avec une arme à feu. C'était seulement 3 semaines avant la diffusion du programme. Alors on ne sait pas ce qui l'a poussé à faire ça. Selon son entraîneur, il avait aimé son expérience. Mais plus la date de diffusion approchait, et plus il semblait troublé.
Quant au dernier décès, il avait eu lieu bien plus tôt, en 1997, en Suède. C'était alors l'une des toutes premières émissions de télé-réalité, Expédition Robinson. C'était cette fois une certaine Sinisa Saibija, âgée de 34 ans, qui avait fait le choix d'en finir. C'était seulement 2 mois avant la diffusion du show, et elle était la première candidate à avoir été éliminée de l'émission. Et quand bien même ces décès ne seraient pas liés à ces émissions de télé-réalité, beaucoup ont estimé au moment de la mort de Goodspeed qu'il ne fallait pas ignorer les effets psychologiques que ces émissions pouvaient avoir sur les candidats, notamment les plus jeunes et les plus fragiles. Il y a eu beaucoup de débats sur le danger potentiel de ces émissions dans lesquelles les candidats subissent des pressions psychologiques, parfois même physiques, intenses. La production d'un American Idol a nié avoir une quelconque part de responsabilité dans la mort de Goodspeed. Voilà, circuler, il n'y a rien à voir. C'est triste, mais c'est pas notre problème et on n'a rien fait de mal. Il n'y a eu strictement aucune remise en question de leur part. Et donc on peut légitimement se poser la question de savoir si l'émission a effectivement joué un rôle dans la mort de Goodspeed. En tout cas, c'est après le tournage et la diffusion que son état mental s'est détérioré, que son obsession pour Paula Abdul s'est accrue. Est-ce que l'avalanche de critiques et de moqueries qu'elle a dû essuyer après son passage a aggravé son état? C'est tout à fait possible qu'il ressortirait indemne d'un flot abyssal et particulièrement violent de critiques émanant en simultané et sur une longue période de millions et de millions de personnes. Sans compter qu'une autre controverse a surgi bien après la mort de Goodspeed, quand Abdul a déclaré, c'est après qu'elle ait cessé d'être juge dans l'émission American Idol, donc une fois que son contrat s'est terminé, elle a déclaré qu'elle s'était en 2005, au moment des auditions, opposée à la participation de Goodspeed, qui avait déjà commencé, et ce bien des années avant, à la harceler. Mais selon elle, les producteurs exécutifs Ken Warwick et Nigel Lightgo n'en avaient rien à faire, la mettant en danger, elle, donc Abdul. Et avouez que c'était pas l'idée du siècle que de mettre un harcelé en face de son harceleur. Et c'était là la preuve que la production savait que Goodspeed était mentalement dérangée, qu'elle avait un profil psychologique pas du tout adapté à ce type d'émission. Et en plus de l'avoir autorisée à participer au casting, ils ont joué de ça. Ils ont profité de sa vulnérabilité pour la jeter en pâture à la face du monde. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que c'est avec 2 vies que les producteurs ont joué. Donc Abdul et Goodspeed. Les producteurs qui ont bien sûr nié avoir été au courant du passif de Goodspeed et des craintes d'Abdul ont déclaré qu'ils n'auraient jamais mis en danger la vie de Paula Abdul s'ils l'avaient su. Moi, j'ai tendance à croire Paula Abdul, ce qui expliquerait d'ailleurs que Paula Abdul ne se soit pas étalée plus que ça après la prestation de Goodspeed. Souvenez-vous, elle a été assez brève et pas aussi virulente que ces 2 comparses. Et je pense également que tout ce cirque n'a pas été étranger à tout ce qui s'est passé par la suite. En tout cas, c'est sûr que ça n'a pas aidé. Et je dois vous dire que la toute dernière fois que j'ai été choquée par les méthodes d'une production, c'était tout récemment avec Montoya, por favor. Je suis sûre que pour la plupart, vous connaissez. C'était dans le cadre de la version espagnole de l'île de la Tentation. On a diffusé à ce pauvre homme, donc qui est venu en couple avec sa copine, des images en direct live de sa copine en train de faire crac crac boum boum avec un tentateur. Mais en direct live, c'est-à-dire qu'au moment même où Montoya découvrait les images, sa copine était en pleine action de l'autre côté de l'île. Alors je ne sais pas comment la production s'est organisée pour faire ça. Je suis une aficionado de la télé-réalité, donc j'en ai vu des choses et c'est la première fois que je vois ça. Alors Montoya forcément a pété un câble, les images en elles-mêmes sont déjà assez violentes, mais imaginez la violence décuplée de ces images quand on sait que c'est en train de se passer en simultané. En termes de sensationnalisme, difficile de faire mieux. Et j'imagine même pas l'ampleur de la vague de critiques que doit se manger madame en ce moment même, en sachant que ces images ont fait le tour du monde, mais du monde, et il faut le supporter psychologiquement. Quand bien même elle a fauté, et pas qu'un peu, comme dirait Punti, la tiktokeuse, faut être en acier targaryen pour psychologiquement supporter ça. Mais bon, que voulez-vous? The show must go on, comme on dit. En tout cas, moi, ça fait belle lurette que je ne regarde plus de télé-réalité, du moins la télé-réalité française, qui est en la matière loin d'être la pire. Voilà, il y a énormément de contrôle et je crois qu'il y a énormément de choses qui ne passeraient pas au niveau du CSA. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de tout ça.
Comme toujours, merci de nous avoir suivis, d'être restés jusqu'au bout également. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié notre travail, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.